Gilles, tu as toujours réfuté les notions de personnage que tu pouvais être à la télévision. Pourquoi ? Parce que personnage, ça veut dire rôle, ça veut dire fabriquer. Moi, je me suis planté de bonne foi. Je dis ce que je pense sans calculer. Parfois, Cyril me dit « je vous aime bien, mais vous dites n'importe quoi » quand je suis en désaccord avec tout ça. Donc, rien n'est scénarisé. Donc, je me lève contre ça. Ta plus belle rencontre dans le métier ? C'est qui ? Toi, Maxime. Mon ami, on s'est rencontrés comme ça, on a quasiment dormi ensemble, enfin moi dans le couloir. On se quitte plus, donc et la moins belle ? La moins belle rencontre dans le métier, Laurent Deutsch ou... Ouais, je vais dire Laurent Deutsch. Ça m'a heurté. Parce qu'il y a eu une confrontation sur le plateau un jour. Je vais pas dire Joe Star parce que c'est trop facile. Ah, oui. C'est trop attendu. Et Laurent Deutsch, c'est la confrontation qui a heurté mes convictions. Encore une fois, pas du tout la personne de Laurent Deutsch, on est bien d'accord. Conviction contre conviction, c'est là où j'ai été le plus... voilà. T'évoquais Joe Star, c'est vrai que ça a été une polémique télévisuelle incroyable il y a quelques années. Tu t'es jamais rebellé sur le direct ? Non, après l'hésitation, ça a été de porter plainte ou pas. Et on a hésité avec mon avocat, finalement on n'a pas porté plainte parce qu'on s'est dit que... la chaîne non, pas du tout, c'est parce qu'il avait déjà des difficultés, des démêlés judiciaires. Et je me suis dit, est-ce qu'on va en ajouter un voilà. Je sais pas si c'était la bonne solution. Quelle est la question qu'on te pose le plus dans la rue ? Comment va Fatou ? Et tu leur réponds ? Je dis elle va bien de manière neutre, je vais pas parler pour elle, mais si on me demande toujours ça, c'est-à-dire qu'on me demande jamais comment je vais moi, et comment va Fatou. Quand on fait des recherches sur internet, il y a Fatou qui apparaît. Ah, je sais, c'est normal. Ta plus grosse réjouissance professionnelle, c'était quand ? Ah, c'est touche pas à mon poste, c'est l'intégration touche pas à mon poste, parce que ça surpasse tout c'est surpuissant. Gilles, quel est le numéro de la personnalité dont tu es le plus fier sur ton smartphone ? Alors j'en ai deux. Stéphane Plaza, que j'adore comme animateur, homme, je le trouve profondément sincère. Il est toujours là quand tu as besoin de lui ou pas, j'adore. Et dans un autre registre, Thomas Vergara, le compagnon de Nabila. Ah oui ? Ouais, parce que je trouve qu'il a un charisme, un potentiel, un sens de l'amitié aussi. C'est des gens qui sont là, honnêtes, sincères, et je l'aime beaucoup. Donc voilà les deux. C'est le grand écart dans les personnalités. Ouais, je sais, mais c'est deux personnes que j'aime beaucoup. Toi qui as bien connu l'équipe de France de football en 98, en quoi l'équipe de France aujourd'hui est-elle si différente ? Les jeunes ont très tôt pris le pouvoir, même si en 98 il y avait Thierry Henry ou Trezeguet. Là, celui qui nous porte, au-delà du sélectionneur Deschamps, c'est Mbappé qui est très jeune et aujourd'hui tout s'accélère. Et le fait qu'Mbappé soit champion du monde, pour moi, c'est un symbole d'un renouvellement. Aujourd'hui, il n'y a plus d'âge. Tu peux être champion du monde à n'importe quel âge. Tu as écrit plus d'une dizaine de livres sur le sport, les politiques. Ça portera sur quoi le prochain ? Ça a porté sur mon corpus de formation parce que j'ai une formation de presse écrite que j'ai faite qu'on peut avoir en ligne et c'était l'équivalent de 2 livres. D'accord, ah oui. Donc c'est très très long. Donc voilà, ça m'a un peu asséché. Mais ce que j'ai envie de faire, c'est une fiction. Ah. Ouais. Vraiment. Une fiction. Ouais, ce sera ça le prochain. Sur quel univers ? Le monde de la télé. Ouais, t'as des choses à dire. Oui, mais je suis pas le seul à m'intéresser au créneau, mais j'ai envie de faire ça. On t'a déjà approché pour les adapter justement à la télévision, tes livres ? Non, j'aurais... Ah si, bien entendu. Je dis non. Le livre sur Manuel Valls. Ouais. Livre grâce auquel tu as reçu un prix. Oui, le prix du livre politique, et ça s'est pas fait. J'ai sûrement... Voilà, on n'a pas bien travaillé avec la productrice et le réalisateur potentiel et ça n'a pas marché. D'accord. Déception. On avait commencé à tourner, ça n'a pas abouti. À tourner carrément ? Ouais, on avait été faire des tournages, y compris avec la sœur de Manuel Valls, Giovanna, qui est à Barcelone, que je connais bien. On avait fait le tournage, on avait fait des interviews, ça n'a pas abouti. Quel souvenir tu gardes de ton émission de faits divers sur CNews ? Le regret de la brièveté. Mais après, c'est la télé. Tu fais une émission, ça prend pas. Est-ce que c'est à cause de l'audience ou des gilets jaunes ? En fait, quand on a remplacé par l'actualité des gilets jaunes l'émission de faits divers, les gilets jaunes emportaient tout à l'époque et l'audience a été maximisée. Donc je comprends tout à fait le patron de CNews qui s'est dit, c'est peut-être pas la peine de remettre une émission qui va faire un moment figé à l'antenne alors qu'il se passe tant de choses. Mais j'adorais pour moi les faits divers aujourd'hui en France, ils sont traités faits de société et donc c'est l'empathie avec les victimes et comprendre parce que derrière les drames les plus affreux,
il faut essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête des gens, les mécanismes. C'est pour ça que ça me passionne. Donc si c'était à refaire, tu referais. Avec plaisir. Ouais. On passe au tac avec Gilles Verdez. Gilles, direct ou enregistré? Direct. Journaliste ou chroniqueur? Chroniqueur. Coup de cœur ou coup de gueule? Coup de gueule. Amour ou amitié? Amour. Vie privée ou vie publique? Vie privée. Mariage ou fiançailles? Mariage. TV ou radio? TV. Lève-tôt ou couche-tard? Couche-tard. Bah voilà, Gilles Verdez. C'était pas si compliqué que ça. Non, ça va. J'étais à bloc, hein. Finalement, toutes tes expériences ont un point commun, les médias et le journalisme. C'est ma vocation. À l'âge de 8 ans, j'ai voulu être journaliste. T'es tombé dedans quand t'étais petit? Mais exactement, à 8 ans, mon père m'emmenait au stade Vélodrome de foot à Marseille. Et j'ai dit, je veux pas être footballeur, je veux être journaliste de sport. D'accord. Et j'ai tout fait pour ça. Mais tu te rends compte, de 8 ans jusqu'à arriver à être journaliste, les écoles, la fac, tout pour ça. Dans ma tête, c'était construit. J'ai eu la chance d'y arriver après beaucoup d'écueils. C'était qui tes modèles, tes inspirations? Par exemple, en 88, lorsque tu centres de formation des journalistes. C'était les journalistes de l'équipe qui étaient pour moi le modèle. Un qui m'a beaucoup aidé, qui s'appelle Eric Bilderman, il suivait le foot anglais, il m'a fait rencontrer Cantona et il était super sympa. Eric Cantona, donc le grand joueur de foot, connu pour ses frasques aussi, ses coups de karaté. Et il jouait en Angleterre et Bilderman m'accueillait jeune journaliste, il était ami avec Cantona et il m'emmenait voir Cantona pour faire pour le Parisien le même reportage que lui faisait dans l'équipe. C'est sympa, hein. C'est très sympathique. Ouais, moi j'aurais jamais fait ça. Ah oui? Non, j'étais mauvais genre. Tu parlais de l'équipe, tu parlais aussi du Parisien, dont tu n'en as pas parlé, mais en tout cas tu as travaillé pour le Parisien. Ouais. L'équipe François, d'abord en tant que reporter, et puis tu as commencé doucement mais sûrement à diriger les rédactions, en quelque sorte à gravir les échelons sociaux. Oui, j'ai voulu prendre des responsabilités pour coacher les équipes. Donc ce que je faisais quand j'étais au sport, c'est que j'allais sur les événements sportifs comme chef d'équipe, je dispatchais le travail. Moi j'ai toujours aimé transmettre, mais parfois on m'a reproché d'être un peu autoritaire. Ah oui. Et surtout j'avais eu des idées d'angles, ils m'ont tous dit après, sur le moment ils osaient pas, d'angles farfelus. D'accord, farfelu. Je trouvais toujours les angles les plus farfelus. Alors farfelus originaux. Alors originaux, voilà. Par exemple, mon obsession à la fameuse Coupe du Monde 2002 de football où les Français arrivent pour tout gagner, où ils perdent tout, c'était tous les détails sur les danseuses roumaines que les joueurs côtoyaient en dehors du truc. Donc mes équipes me disaient, mais Gilles, qu'est-ce que tu vas faire là-dedans? Moi, je leur disais, mais non, les danseuses. Au final, tu as toujours été au service du collectif, que ce soit dans une rédaction ou même à la télévision. Ouais, ça j'aime bien, transmettre, on est dans une équipe. Par exemple, pour Touche pas à mon poste, moi je dis c'est comme quand on joue au Real Madrid. On a un entraîneur, c'est Cyril Hanouna ou Zinedine Zidane. Bon, le nôtre, Cyril Hanouna, en plus de Zidane, il est aussi producteur, président, donc voilà, comme si Zidane dirigeait le Real. Voilà. Et on est au Real, donc il y a de la concurrence. Quand on est appelé, il faut être le meilleur possible. Et quand on n'est pas appelé, il faut applaudir l'équipe quand elle gagne. Alors, t'es plutôt attaquant ou défensive? Moi, je suis plutôt défenseur qui n'hésitait pas, faut pas le faire, hein, surtout pas à cracher sur les attaquants pour les déstabiliser. Attention les cartons. Pour les faire expulser. Mauvais joueur. Pas trop de fautes au niveau du genou, mais quand même. Un petit tacle à la gorge. On ne driblait pas. Tu parlais de TPMP, tu y es depuis 2013. Tu défends tes points de vue avec vigueur. Est-ce que tu as déjà pu regretter de monter un peu trop parfois sur tes grands chevaux par moment? Disons que je me suis aperçu que quand tu cries, moi je crie. En fait, c'est mon débit de voix aussi qui fait que je crie. C'est pas toujours maîtrisé. Quand tu cries, c'est contre-productif. Pas audible. Parce que je me souviens d'un débat avec Laurent Deutsch que je n'aime pas du tout. Non pas l'être humain, mais je parle jamais de l'être humain, mais sur ses positions. Il a une version de l'histoire que je combats férocement et comme j'avais beaucoup crié, ça a desservi ce que je voulais dire. Donc je pense qu'il faut être soi-même, afficher fort ses convictions sans avoir l'air, entre guillemets, d'agresser l'autre. Parce que sinon, les gens se disent, mais qu'est-ce qu'il a, quoi. Donc, bien voilà. sûr. J'apprends, je continue d'apprendre. Ouais, mais chaque jour, on apprend grâce à la quotidienne. J'ai lu que tu as toujours lutté contre les discriminations, le racisme, l'antisémitisme, qui sont, je cite, au cœur de ta vie personnelle et professionnelle. Oui, alors bon, à l'âge de 8 ans, ma vocation, c'était autre, mais dès que j'ai formalisé le fait d'être journaliste, c'était un journaliste, il peut s'exprimer, donc il peut lutter contre tout ça.
Et toujours, je me suis évertué à lutter contre l'antisémitisme, à combattre le racisme sous toutes ses formes, haut et fort. Et je te prends un exemple dans le sport. Pourquoi c'est intéressant pour ça de travailler dans le sport? Parce que c'est un endroit, un terrain sur lequel tu peux valoriser la performance d'athlètes de toutes les couleurs, de toutes les origines. C'est très positif. Ouais. Et donc, voilà, ça permet positivement de transmettre un message d'unité, je trouve, le sport. Ouais. C'est aussi pour ça que ça m'a plu de travailler dans le sport. Unité, solidarité, communion. Ouais, et bien sûr, avec le public, avec les gens. Mais dès qu'il y a, tu vois, par exemple, les cris de singe sur les stades, tout de suite je m'élève avec véhémence. Ça, ma vie personnelle aussi a été constituée de lutte contre le racisme. Maxime Calme. Mais alors, est-ce qu'on parle toujours c'est une question, est-ce qu'on parle toujours d'unité dans le sport au vu de ce qui s'est passé à Marseille par exemple il y a quelques jours de là? Moi j'ai été clair, j'ai dit quelque chose qu'on m'a beaucoup reproché, c'est que les clubs appartiennent aux supporters. Donc après ta discussion, hein, tout à fait. Mais pour moi l'âme des clubs, l'esprit des clubs, c'est le supporter. Le dirigeant il passe, le joueur il passe, le supporter il restera toute sa vie. Donc ils appartiennent pas financièrement, mais l'âme du club c'est les supporters. Je cautionne pas du tout les débordements, absolument pas de violence, mais néanmoins là quand je vois ce qu'on essaye de faire, d'écarter des gens, il faut dissoudre les associations comme on l'a fait avec Paris s'il y a des actes répréhensibles. Mais le club, ce sont les supporters, les clubs de foot, c'est le supporter qui anime ça de toute son âme. Ouais. S'exprimer en toute liberté en presse, à la radio, à la télévision, tu le fais bien sûr, mais à quel prix? Il faut essayer, je pense qu'il faut essayer de rester soi-même. Ouais. Voilà, moi mon créneau ça a toujours été de dire, même si tu as des positions minoritaires, même si tu es marginalisé, même si tu ne vas pas dans le sens du vent, garde tes positions, garde tes convictions, parce que sinon ça va brouiller ton message et les gens ils vont plus comprendre, et ça se voit en plus quand c'est faux. Ouais. Ça, c'est donc trop visible. Authenticité. Oh, exactement, authenticité, être soi-même, même quand ça déplaît, même quand ça choque, même quand tu es tout seul. Tiffany, j'ai une question justement, est-ce que tu as un regret dans toute ta carrière quand justement j'entends que tu dis qu'il faut être authentique, que tout à l'heure tu disais aussi que des fois tu partais peut-être trop loin dans les aigus, est-ce que justement par rapport à ça tu as des regrets un petit peu dans toute ta carrière que tu as eu, que ce soit sur tes PMP ou même autre? Ah ouais, j'en ai plein, mais alors je vais... Le gros alors. Ouais, le gros regret. Maxime parlait de gravir les échelons pour être au pouvoir, non pas prendre le pouvoir au sens de conquérir, mais monter dans la hiérarchie des journaux. Je pense que là j'ai manqué de rondeur à certains moments. Je me suis engagé dans des causes qui ont participé au sein des rédactions à des scissions qui existaient déjà. J'ai pas su les calmer, j'aurais dû les aplanir. Parfois, je suis trop frontal. Je manque de diplomatie. Tu as pu payer les pots cassés. Hein. Oui. C'est pas pour ça que j'ai été licencié du Parisien, mais oui, effectivement. Apparemment, c'est quoi la raison officielle? C'était parce que les ventes étaient en baisse? Alors, j'étais en week-end à Cabourg avec ma fille. Je reçois un appel de l'assistante du directeur général du Parisien. Je pensais que c'était pour une promotion. Ouais. J'étais directeur adjoint. Non, j'étais rédacteur en chef. Je pensais que c'était pour me promouvoir. Et puis, j'entre dans le bureau. Il était hyper tôt le matin. Il me dit, Gilles, rien de personnel. T'es licencié. On t'impute la baisse des ventes. J'ai dit, c'est gentil. La baisse des ventes qui était de 4%, c'est pas énorme. Pas énorme. À l'époque, et on vous a quand même dit, voilà, vous êtes licencié, Gilles. Exactement. Et il me dit, on te dispense de préavis. Et s'il te plaît, comme l'entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, là, passe prendre tes affaires très tôt le matin que personne te voit. Ce que j'ai fait. Gilles, qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui dans ta vie? La recherche de vérité, le débat, l'échange, le partage ou la lumière? Et où la lumière? Qui sait? Non, la lumière non, mais la passion. Ouais. Je reste passionné d'expression, de débats contradictoires, de la société française avec toutes ses failles et ses fêlures, modestement prendre ma part dans les discussions. Donc c'est la passion, franchement. J'ai de la chance. J'ai jamais... un matin où je me dis oh zut, je vais travailler, quel que soit mon travail, ça n'existe pas dans ma vie. La passion. J'ai de la chance. Ouais. Elles viennent d'où toutes ces convictions idéologiques? C'est moi-même qui me suis constitué ça par mes études d'histoire, par les formations que je me suis données, etc. Et j'ai toujours joué globalement, pour résumer, le peuple contre les élites. Ces convictions, tu as pu les partager au plus grand nombre. Alors, on a retrouvé une archive. Hein. On est le 28 avril 1990. C'était sur TF1. Regarde. Comment se fait-il qu'on trouve du plutonium comme ça dans un site ouvert en plein air avec un centre de loisirs là à côté, à 200 mètres? Et puis je crois que le problème avec le plutonium, c'est que ça ne se voit pas. On le laisse là parce que
On ne sait pas si c'est dangereux, mais ça reste comme ça bien longtemps. Vous savez, si j'étais journaliste, je forerais un fromage avec la peur. Ouais. Eh ben, 90, c'était dans Ciel Montmardi, présenté par De Chavannes, pour ceux qui ont reconnu l'extrait. J'ai toujours gardé beaucoup d'émotions et de liens entre guillemets avec De Chavannes et Carmouze qui m'avait que j'aime beaucoup, Patrice Carmouze aussi, qui m'avait invité sur le plateau. Et en fait, je travaillais au Parisien dans l'Essonne et il y avait des sites où il y avait des matières nucléaires qui étaient exposées, où les enfants venaient jouer, qui étaient planqués depuis très très longtemps. Et on a eu une bonne idée, c'est-à-dire qu'on est arrivé, on a pris de la terre. On a fait expertiser la Terre à Brême, en Allemagne, dans un laboratoire indépendant qui a découvert toutes les saloperies possibles du nucléaire. On a même été décontaminé après. Ah oui, carrément, d'accord. Ah bah oui, il t'en reste. Je suis plein de... T'en as encore aujourd'hui ou pas? Plutonium. Bah, Ça va. Ça reste. T'as des traces, t'as des micro-traces. Donc tu fais des prises de sang et t'as des micro-traces qui apparaissent? Non, mais si on en faisait... Ah oui, attention, plutonium. Ciel Montmardi, c'était ta première télévision? On me demande s'il n'y avait pas eu un reportage. Ouais, il y a eu un reportage avant, ouais. Alors, on ne l'a pas, on ne s'appelle pas les enfants de la télé, pas encore. On va ouvrir la boîte à souvenirs. Une magnifique boîte à souvenirs. Allez. J'ai sélectionné 3 photos. De moi? D'accord? Ouais, 3 photos ou 3 éléments. Je diffuse l'image et on les commente ensemble. Allez. Première photo, premier extrait. Ah ouais! Alors là, Porte le maillot du PSG. pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, tu es En bas, à gauche. ouais. Oh là là! À gauche du monsieur à lunettes gauche. avec les cheveux gris. Ah ouais, alors vous Deuxième en reconnaissez- partant de la Ah, vous droite. connaissez le monsieur à droite? Alors, Pierre Ménès. Pierre Ménès. Ah, je dois pas le dire, si? Si, vas-y. Donc Pierre Ménès, Après, je et à reconnais moi pas. Pierre-Louis Basse. Et là, vous avez le gars qui sourit, excellent joueur. C'est le maire de Poissy, Carl Olive. dont Carl on parle Olive, beaucoup. ah Ouais, Ah oui, dont qui est on venu parle sur aussi le plateau dans de TPMP. tous les médias en ce moment. Oui, qui est d'accord. Très, Ah très oui. grand joueur. Après, il y a Martial Davo, un pote à moi. Rémi, ah bah voilà, Hamidi Makouken. Alors, bon, je vais pas les citer tous, mais vous voyez, le Hamidi Makouken, là, il est 3e en partant de la gauche, debout. En haut. Le 5 mai 1992, j'étais envoyé spécial du Parisien au stade de Furiani à Bastia pour la demi-finale de Coupe de France Bastia-Marseille. J'étais au téléphone avec le journal et Hamid, je dis à Hamid Imakouken, Hamid, on était en ligne, on discutait à l'éditorial, je dis Hamid, il faut que je te laisse, on tombe. Et la tribune s'est pour la effondrée. tribune. Et ça avait fait 18 morts et plus que 2000 blessés. Exactement. Et ça avait fait vraiment scandale à l'époque. Bien sûr, bien sûr, il y avait eu une enquête, c'est Hamid, on se souviendra toujours, et lui aussi. Il regardait le match à la télé et boum, il voit la tribune s'effondrer. Je lui ai dit, Hamid, on tombe, je vais te laisser. C'est le truc dingue. Hamid, on tombe, je vais te laisser, genre, salut mon pote. Salut, ciao. Voilà. Et boum, et paf, la tribune est tombée. Ah, ça, c'est des émotions. T'as pas été blessé? Si, j'ai été blessé, moins grièvement que d'autres, mais oui, j'ai été. Touché psychologiquement aussi, peut-être un peu. Si tu veux, en fait. Bon, alors j'en parle librement. Je n'ai pas de comment dire. De séquelles. De traumatisme. Oui, je m'estime surtout tellement chanceux, par rapport aux morts et aux blessés. Après, il y a un tout petit truc qui dans ta vie quotidienne est bouleversé. Ça a changé, oui. C'est que tu as tendance à tout relativiser. Et c'est pas forcément une bonne chose, parce que les trucs qui pour les gens sont importants et qui pour ta vie sont importants, tu te dis à côté de ça finalement. C'est rien. Donc ça induit des tu n'es plus tout à fait le même. En parlant de sport, on te retrouve aussi sur RTL de temps en temps. On refait le match. J'ai repris, je suis hyper content. C'est super. Depuis déjà quelques années. Non, alors j'étais de l'émission avec Eugène Sacomano, c'était un plaisir, c'était fantastique. Puis là c'est Christian Olivier, le patron des sports d'RTL. J'avais arrêté et puis j'ai repris, donc comeback, la radio, on aime la radio. Je suis super content. Le c'est en me connaissant dans On refait le match que Cyril Hanouna m'avait engagé pour Touche pas à mon poste. Tu l'as croisé dans la rue? Je l'ai croisé dans la rue et dans l'obscurité, il est venu vers moi, bonjour, tac tac, et puis comme ça, Gilles, pourquoi tu ferais pas chez moi ce que tu fais chez Eugène? Et c'était parti. Et il t'a appelé de New York? Il m'a appelé de New York, il me dit je suis en train de brainstormer, c'est toi, c'est moi, et on est parti. Et tu fais partie de l'équipe en septembre 2013. C'est ça, justement, en 2013, ça a commencé en 2010, vous n'avez pas été contacté auparavant par Cyril Hanouna, c'est vraiment fait en 2013? Ce soir-là. Ah oui. Ce soir-là, comme si l'idée lui était venue, comme il est, impulsif. Et moi, j'ai dit, moi je regardais, j'ai dit, oui, pourquoi pas, et puis ça s'est engagé comme ça. Là, on parle de télévision. Le football, c'est aussi ta grande passion. D'ailleurs, ton premier bouquin que tu as sorti, c'était Les années Jacquet
en 99. Ensuite, il y a eu les années Le Maire en 2001. Ouais. À quand les années Deschamps? Il a déjà été fait malheureusement. On t'a grillé il y a eu la un priorité. super bouquin avec en plus ses analyses tactiques, ce qu'il induit comme amour ou polémique. Ouais. Deuxième photo de la boîte à souvenirs. On regarde et on commente. C'est une photo. Donc c'est toi, pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu. Ouais. T'avais fait un gros travail de make-up. Ah ouais, mais je me demandais même si c'était moi pour te dire. T'as vu? Aujourd'hui, Gilles, sachez que c'est gratuit directement sur Snapchat, Instagram, il y a des filtres. Des citations. C'était bien toi, tu t'es prêté au jeu de la transformation. J'ai cru que c'était Anthony Vittorino, notre chroniqueur. Pas du tout. Il y avait les Bogdanov sur le plateau. Tu t'es toujours prêté au jeu des happenings, des déguisements dans tes PMP. Toujours. Est-ce que ça a pu te fermer les portes ou remettre en cause ta légitimité? On est encore un peu étiqueté en France, mis dans quelques boîtes. Moi, ça m'a jamais dérangé, mais quand tu chantes, quand tu danses, quand tu te déguises, quand tu fais des happenings, certains peuvent dire est-ce que c'est bien sérieux, etc. Je lutte contre ça en disant il faut travailler très sérieusement, sans se prendre au sérieux. Donc pour moi, ça ne me gêne pas. Quand d'autres le font, ça ne me gêne pas. Peut-être que certains trouvent que c'est un peu bizarre, etc. Ouais. Moi, ça m'est égal. Je commençais à me déguiser quand j'avais eu le prix de littérature politique avec un livre sur Manuel Valls, donc avec une cérémonie avec plein d'hommes politiques. Ça me dérange pas d'assumer ça. Non. Je préfère assumer ça plutôt que de me dire zut. Voilà. Tu as déjà pensé à l'après TPMP? Non, pas vraiment à l'après TPMP, mais je me dis que le centre de formation que j'ai créé là, il sera pérenne par rapport à un jour où on me dira tiens, en télé on n'a plus de place pour toi, ou en radio ou ailleurs. Moi je suis pas un créateur d'entreprise, et là c'est vraiment mon entreprise. Voilà, donc c'est une aventure différente. Et peut-être que dans cette centre de formation tu feras des happenings. C'est pas encore prévu, mais avec plaisir. Moi, tu sais, il m'en faut pas beaucoup. Hein. Maintenant que tu me dis ça, je vais leur faire des chroniques happening. T'as raison, bonne idée. Voilà, très bien. En tant que reporter, j'imagine que t'as beaucoup voyagé. Oui. Le pays le plus lointain? Australie, je pense, pour les Jeux Olympiques de Sydney en 2000. Et t'as jamais perdu tes bagages? Plein de fois. Plein de fois, ouais. Plein de fois. Ouais. Plein de fois. On m'a volé un jour mon sac sous mes yeux. Ah oui? Mais comme t'y crois pas, en fait, tu te dis, mais oui, la dame a pris mon sac. Et j'ai dit, mais tiens, il y a un sac qui me ressemble. Ouais. Et puis après, tu te dis, mais c'était mon sac. Et c'était mon sac. Et t'as couru après elle? Non. Ah oui. Pas du tout. Vous voyez, ça c'est à force de relativiser. Je pense qu'au final, c'est ça que ça. T'as raison, c'est qu'elle soit heureuse avec mon sac. Mais c'est bien de se dire ça. C'est bien. Au final, vous avez rendu quelqu'un heureux. On t'a déjà perdu tes bagages. Et je crois qu'on a un extrait d'ailleurs. Qui est-ce qui s'occupe de ça? C'est qui le chef là-dedans? C'est qui le chef? Qui est le chef des bagages? Qui est le chef des bagages? Qu'est-ce qui se passe? Non, rajoute pas, Maxime. Déjà que je suis super remonté contre le chef des bagages, il y a Maxime qui veut m'aider avec Isabelle. Isabelle encore, mais si Maxime fait un pas de plus, je l'entends. Qui est le chef des bagages? Qui est le chef des bagages? Donc ça c'était en Laponie. Bonne ambiance tous les deux, dis donc. Mais là vous n'avez pas relativisé. Il m'avait saoulé avec ses huiles qui n'étaient pas, qui sentaient pas encore aussi bon qu'aujourd'hui parce qu'ils n'avaient pas trouvé le bon dosage. C'était pas les nôtres, hein. C'était pas celle de ma famille. C'est vrai. C'est pour ça. C'est vrai que j'en avais mis beaucoup et ça empestait. On connaît. Comme on est potes. Ça puait. On connaît, J'ai cru que j'allais vomir. Alors on partageait la chambre et la première nuit, t'as refusé de dormir. T'as dormi dans le couloir. Mais non, à ce point-là. Bien sûr. T'en mettais autant? J'aurais été malade. Non, j'ai renversé la fiole dans ma valise, c'est pour ça. Ah non, mais je pouvais pas passer la nuit. Mais vous auriez pas pu mettre la valise dans le couloir plutôt directement? Plutôt que Gilles Verdez dans le couloir. C'est ça. J'ai dormi dans le couloir. Sauf qu'il a très mal dormi parce qu'il y avait une lumière qui ne s'éteignait pas parce qu'avec les mouvements de En même temps, on dort pas souvent bien dans un couloir. Dans un couloir, oui. J'en ai fait l'expérience. Là, on te voit plus ou moins
moment en colère. Ça t'arrive dans la vraie vie d'être un peu punchy comme ça? J'ai eu un petit problème de maîtrise de gestion de la colère, ouais. Je peux pas le nier. J'ai travaillé dessus et les femmes qui m'ont accompagné m'ont aidé aussi à me maîtriser. Mais ça peut partir assez vite pour des raisons inexpliquées. Mais je travaille dessus, je fais vraiment attention. J'ai un bon fond, mais parfois ça part comme ça en live. C'est pas bien, hein, faut pas. Hein.